Et maintenant, nous allons passer à Monsieur Jérémy Attard qui nous parlera sur la zététique, quelques outils d'autodéfense intellectuelle. Donc, je vous laisse la parole à Monsieur Jérémy Attard. Oui, bonjour. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Ça va? Je suis désolé, mon ordinateur fait un peu de bruit. Il n'y a pas de C'est le souci. ventilateur qui... Petit voilà, je problème suis désolé technique, il n'y a si pas de ça... souci. Non, Alors, ça va, pas je vais trop vous partager dérangeant. mon écran. Ouais, ça va? Bon. Je vais vous partager mon écran. Je vous laisse ma camarade vous expliquer un peu plus. J'avais fait un test... voilà, partage de bureau. Bonjour. Bonjour. Hop là. Normalement, ça devrait marcher. Bien sûr, vous lancez une présentation ou un partage Oui, d'écran? un Parfait, partage d'écran. Normalement, vous voyez mon écran, là. exactement. Voilà, Vous le c'est voyez, parfait. vous le voyez en grand? En grand, ouais. Ouais, Oui, bien sûr. impeccable. Dans le bureau, on le voit en entier. Ok, super. Bon, bah, très bien. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Jérémy Attard. Je vais me présenter très rapidement. Moi, de formation, je suis physicien. À la base, pendant ma thèse de physique que j'ai soutenue en 2018, j'ai suivi une formation doctorale qui parlait de ça, de la zététique et de l'autodéfense intellectuelle. Je ne savais pas ce que c'était à la base, hein. J'ai découvert ça pendant cette formation doctorale, pendant ma thèse. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai décidé ensuite de continuer de travailler, notamment avec la personne qui m'avait donné la formation à l'époque. Et du coup, maintenant, je fais principalement ça. Je donne des formations autour de l'esprit critique, de l'autodéfense intellectuelle. Donc, je donne les formations doctorales à Marseille. L'année dernière, j'en ai donné à l'université de Montpellier aussi, avec les doctorants et doctorantes du collège doctoral de Montpellier et de Nîmes. On donne aussi on a une UE entière à l'université de Nîmes en L1 de psychologie, et on donne une UE entière, donc 12 cours de 2 heures, de zététique et autodéfense intellectuelle. Donc c'est chouette parce qu'on peut aller vraiment... c'est assez apprécié des étudiants et des étudiantes, et on peut aller vraiment loin dans les détails, dans les exemples, etc. Donc évidemment, ma présentation, ça va être une très rapide introduction, hein. Évidemment, c'est très très vaste comme champ, donc c'est juste pour vous donner quelques clés si vous ne connaissiez pas ce champ on va dire cette discipline, même si c'est pas vraiment une discipline, mais ce champ de réflexion-là. Donc la zététique, donc voilà, donc juste pour finir, genre c'est à peu près tout ce qu'on fait, en tout cas pour ce qui nous concerne. Évidemment, il y a plein d'autres initiatives, hein. J'essaye aussi de donner comment dire, des interventions de critique des médias, des interventions de éducation aux médias en particulier, dans les écoles, collèges, lycées, etc. Mais c'est pas ce que je fais le plus, mais en tout cas, j'essaie d'en donner aussi le plus possible, et c'est très, très, très intéressant aussi d'amener ces sujets-là avec des personnes plus jeunes. Vous me dites hein, si je parle trop vite ou si vous voulez que... Donc, qu'est-ce que la zététique? Alors, en fait, il y a plusieurs sens qu'on peut donner à ce mot-là. Le mot lui-même, il vient d'un ancien mot grec qui veut dire chercher. Et en gros, ça se définit, enfin en tout cas à notre époque, comme le refus de toute affirmation dogmatique, l'art du doute aussi, on pourrait appeler ça. Et le premier sens, en tout cas contemporain, qu'on peut donner à la zététique, ça a été introduit par Henri Brock, qui était professeur de physique à l'université de Nice. Le premier sens, en fait, c'est juste la méthode scientifique d'investigation des phénomènes paranormaux, des théories un peu bizarres, des manifestations étranges. Et en gros, son idée à lui, à Henri Brock, c'était de se servir des sujets du paranormal, des choses comme ça, pour introduire en fait la méthode scientifique. Donc c'était un choix didactique de dire, pour expliquer ce que c'est la méthode scientifique, que ce soit ou les méthodes scientifiques, ou en tout cas l'approche rationnelle du monde, pour expliquer ce que c'est, on va utiliser des sujets marrants. Donc il y a plein d'exemples, hein, évidemment, comme vous pouvez le voir en dessous, des gens qui prétendent avoir des pouvoirs. Il y a tout ce qui est ovni, tout ce qui est créatures un peu mystérieuses, etc. Voilà, il y a plein de choses. Et du coup, nous, c'est aussi ce qu'on fait. C'est un peu la stratégie didactique qu'on a, nous, dans nos formations. C'est de commencer par, souvent, enfin, ça, c'est vraiment
quand on a des cours entiers ou des formations entières, on passe un long moment à développer les outils autour de ces sujets-là, parce qu'a priori, c'est aussi des sujets qui ne soulèvent pas non plus les foules, si vous voulez. On ne va pas commencer un cours de zététique en parlant de l'hydroxychloroquine. Ça serait un petit peu se tirer une balle dans le pied, ou des OGM, ou d'autres choses. On préfère partir sur des sujets comme ça. Le second sens qu'on peut donner au mot zététique, c'est celui d'autodéfense intellectuelle. Donc, c'est beaucoup plus large que les phénomènes paranormaux, évidemment. Et grosso modo, voilà, ça pousse à développer une pensée critique qui est fondée sur l'épistémologie et la science. La science, évidemment, en tant que démarche d'enquête. La science en méthode. Alors, l'épistémologie, c'est toutes les réflexions philosophiques qui tournent autour de la nature de la connaissance. Et du coup, l'épistémologie des sciences, eh bien, c'est une partie de la philosophie des sciences qui s'occupe des modes de justification, en particulier de notre connaissance scientifique, de toutes ces réflexions-là. Donc évidemment, on ne fait pas des cours d'épistémologie, mais on s'inspire de certains raisonnements épistémologiques pour développer des outils critiques, mais pratiques, c'est-à-dire des outils qu'on peut remobiliser, évidemment, dans notre vie quotidienne. Et une des réflexions que l'on a, par exemple, c'est quelle est la différence entre une croyance et une connaissance? Est-ce qu'une connaissance scientifique est de même nature qu'une croyance, ou alors est-ce que c'est d'une nature différente? Est-ce que c'est juste une question de degré, une question de preuve, etc. Évidemment, ces réflexions-là, on ne pense pas on va dire les terminer en un cours. C'est une réflexion, et même dans le monde de l'épistémologie des sciences, il n'y a pas encore vraiment il n'y a pas spécialement de consensus sur ces questions-là, mais en tout cas, c'est des réflexions qui sont effectivement importantes. Et grosso modo, c'est quand même le but, c'est évidemment être ensuite capable de pouvoir trier l'information, de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, pour le dire simplement, et ensuite pour juger et agir, parce que dans notre vie quotidienne, eh bien, on agit toujours, nos comportements avec les autres et de manière générale vont être évidemment conditionnés par notre vision du monde, par nos idées sur comment le monde fonctionne, que ce soit le monde physique, le monde biologique, le monde social. Évidemment, nos comportements vont être influencés par ça. Et il se trouve que la science essaye de produire de la connaissance objective la plus fiable possible sur ce monde-là. Donc effectivement, c'est intéressant d'aller vous regarder là-dedans pour ensuite les transformer en outils pratiques à utiliser au quotidien. On parle toujours du doute, évidemment, mais c'est un doute raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit ni de tout croire, ce qui serait une naïveté, on va dire, radicale, ni tout remettre en cause. Parce que si on ne croit rien, c'est tout aussi inefficient, si vous voulez, que si on croit tout. Et puis de toute façon, on a toujours des croyances, quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ne croit rien. Donc ce serait un doute radical de dire en fait je ne peux rien savoir du tout. Je pense qu'il va quand même prendre l'escalier et non pas se jeter par la fenêtre pour sortir de chez lui, surtout s'il habite au 5e étage. Donc c'est quand même que même s'il y a des personnes qui pensent ne rien croire, évidemment qu'on a un cadre d'intelligibilité du monde et qu'on tient certaines choses pour vraies. Donc j'aime bien citer la phrase de Henri Poincaré dans La science et l'hypothèse: douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui, l'une comme l'autre, nous dispensent de réfléchir. C'est ça l'idée, c'est de dire, en fait, c'est douter raisonnablement, c'est douter a priori, mais savoir aussi, lorsqu'il est raisonnable et rationnel, de s'arrêter de douter. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, même en direct ou quoi, n'hésitez pas à me les transmettre, comme ça on peut aussi discuter, ou alors on en discutera à la fin. Donc, pour vous faire un rapide topo, donc moi je fais partie du Cortex, qui est un collectif qui existe déjà depuis 10 ans, qui à la base en fait était là pour fédérer des enseignants, des formateurs, etc., qui produisaient des contenus, notamment pédagogiques, et des ressources autour de l'esprit critique, et pour essayer de les fédérer. Et en gros, maintenant, ce qu'on fait, c'est principalement des conférences, comme maintenant, mais aussi surtout des cours, des formations un petit peu plus pérennes. Donc on est plutôt là-dedans. Donc voilà, vous pourrez aller voir le site si vous êtes intéressé par ces questions-là. Évidemment, il y a beaucoup d'autres acteurs, surtout aujourd'hui, sur Internet notamment, sur YouTube, etc. Il y a énormément de contenu autour de l'esprit critique.
Donc le cortex, c'est évidemment l'un parmi tous ceux-là. Donc, pour faire un rapide, donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. L'une des premières choses à comprendre lorsque on essaye de développer son propre esprit critique, c'est qu'en fait, la première barrière à passer, la première chose à laquelle douter, c'est pas spécialement ce que nous disent les autres, mais c'est avant tout ce qu'on croit nous-mêmes. Et en fait, c'est vraiment c'est à nous en fait qu'il faut appliquer l'esprit critique avant tout. Alors, évidemment, on peut s'entraîner en appliquant l'esprit critique à d'autres croyances, mais il faut l'idée un petit peu derrière, la posture, on va dire, c'est vraiment d'appliquer ces outils-là à nos propres croyances et de pondérer un petit peu la valeur épistémique. Alors là, je dis des mots compliqués, mais épistémologie, donc c'est tout ce qui a un rapport avec, comme je le disais, la connaissance. Donc une valeur épistémique, c'est à quel point telle ou telle chose nous apporte réellement de la connaissance, est un bon vecteur de connaissance. Et donc, comme je le disais, la première chose à douter, la première chose qu'il faut remettre en question, c'est la valeur épistémique de notre propre expérience personnelle. Évidemment, ça dépend des sujets, comme on le verra. Mais sur les sujets très complexes, le monde est complexe, hein, je ne vous apprends rien. Sur les sujets très complexes, que ce soit le monde physique, le monde social, etc., on va avoir des a priori sur comment fonctionne le monde, parce que c'est comme ça, quoi qu'on le veuille ou non. Et en fait, très souvent, comme on va le voir, c'est notre propre expérience personnelle qui fait office de preuve. Et ça, un des premiers outils à savoir, c'est si ce n'est, le plus important peut-être, c'est à douter de notre propre capacité. C'est pas qu'on est malhonnête ou quoi, hein, c'est ainsi, de notre propre capacité à construire une image fiable du monde à partir de de notre expérience personnelle. Et comment on va le voir? Donc, des exemples très basiques, hein, vous connaissez sûrement, pour un petit peu introduire cette idée-là. C'est par exemple cette image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Donc, normalement, vous pouvez voir par exemple un canard. Mais si vous regardez bien, vous pouvez aussi voir un lapin. En gros, le bec du canard se transforme dans les oreilles du lapin. Et vous pouvez voir l'un ou l'autre. Ça, en sciences cognitives, c'est ce qu'ils appellent des stimuli ambigus. Alors là, il est bistable parce qu'il y a deux façons de le voir. Et en gros, dans un stimulus ambigu, c'est nous qui allons finir de porter du sens à ce qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on va avoir une perception, mais ce qui va réellement être, on va dire, traité par le cerveau, en fait, c'est nous qui allons la porter. Parce qu'on peut choisir là de voir un canard ou de voir un lapin. Alors qu'a priori, dans le monde, soit c'est un canard, soit c'est un lapin, quoi. Mais dans des stimuli ambigus, c'est nous, en fonction de nos a priori, qui allons apporter le sens, un bout de sens, en fait. Et du coup, parfois, ça va nous mener à interpréter ou à surinterpréter des phénomènes, parce qu'en fait, on n'est pas en train d'acquérir de manière neutre et objective du sens à partir de notre observation, mais en fait, c'est nous qui projetons du sens dans ces observations-là. Et c'est évidemment des biais, on appelle des biais cognitifs, mais il n'y a pas que des biais cognitifs, il y a aussi des biais culturels et d'autres biais comme ça, qui fait que c'est nous qui allons apporter du sens. Un autre exemple, alors est-ce que vous la voyez danser? Ça marche ou pas? J'avais peur que ça ne marche pas. Ok. Donc là, normalement, vous la voyez danser dans un sens. Et en fait, ça c'est pareil, c'est un stimulus ambigu bistable. Donc je ne sais pas dans quel sens vous la voyez tourner. Mais en gros, si je vous mets maintenant cette image-là en même temps, alors là maintenant, il faut fixer l'image de gauche. D'accord? Et en fixant l'image de gauche, qui est moins ambiguë que l'image de base, normalement, vous allez voir tourner la danseuse du centre comme l'image de gauche. Si vous fixez d'abord l'image de gauche, bien sûr. Hein. Et maintenant, si je vous mets cette image-là, et que vous fixez bien celle de droite, et que vous regardez ensuite la danseuse du milieu, normalement, vous allez la voir tourner. Vous allez réussir, si vous voulez, à la voir tourner dans le même sens que celle de droite. Évidemment, c'est les deux sens différents, hein, vous avez bien compris. Et là, maintenant, si je fais la totale, comme on dit, voilà. Là, en fait, je mets les deux en même temps. Et en fait, vous pouvez choisir, en regardant l'image de droite ou l'image de gauche, vous pouvez choisir de voir la danseuse du milieu tourner dans un sens ou dans l'autre.
Alors, c'est quoi la différence? Pourquoi, en fait, on peut, comme tout à l'heure, le lapin et le canard, pourquoi est-ce qu'on peut les voir tourner dans deux sens, la voir tourner dans deux sens différents? Eh bien, c'est parce qu'il y a un stimulus qui est ambigu, c'est-à-dire qu'il nous manque de l'information pour vraiment savoir. On voit bien qu'elle tourne, mais pour savoir dans quel sens elle tourne, il nous manque de l'information. Et les stimuli que j'ai mis à droite et à gauche, eux, ils ont plus d'informations parce qu'on voit une jambe qui passe devant l'autre. Et du coup, là, ça fige l'ambiguïté, enfin, ça détruit l'ambiguïté, et on ne peut plus que voir un seul mouvement. Donc ça, c'est l'idée vraiment que, de manière générale, les stimuli qu'on va avoir, ils sont tous ambigus, il nous manque de l'information, et en fait, il faut faire attention parce que très souvent, c'est nous qui allons projeter une certaine information, parce qu'on a besoin de réduire la complexité et de comprendre ce qui nous arrive tout simplement. Mais très souvent, notre propre expérience personnelle va faire que, en fait, on va la réduire un peu en fonction de nos a priori et pas forcément de manière très objective. Alors là, c'est un autre exemple. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir des formes dans ce... Pareil, hein, c'est un stimulus ambigu, un stimulus un peu vague. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir des formes. Donc là, en fait, si vous regardez assez longtemps, il y a peut-être des formes qui vont commencer à apparaître un petit peu. C'est très bizarre. Alors moi, je vais envoyer ça à des amis pour tester, parce que ça, c'est une amie à moi qui l'a fait pour moi, pour cette conférence. Et j'ai demandé, en fait... et puis, il y a une amie à moi qui a trouvé un chien un peu fou au milieu. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc là, elle l'a dessiné dessus. Donc voilà, là, on peut voir un chien fou, entre guillemets. Mais bon, on n'arrive pas vraiment à décaler, on n'arrive pas, en fait, on peut trouver ça comme on peut trouver complètement autre chose. C'est un peu comme dans les nuages, si vous voulez. Vous voyez des formes et c'est votre cerveau qui projette un certain sens. Et en fait, l'image de base, c'est un serpent. Alors, je vous préviens, parce que s'il y a des personnes qui sont phobiques, c'est peut-être pas chouette de regarder ça. Mais bon, ça ne fait pas spécialement peur, mais en fait, c'est un serpent. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, j'imagine maintenant. Et en fait, juste quand on le rend, on va dire, ambigu, et bien là, toute l'information disparaît. Du coup, notre cerveau, il va essayer de mettre de l'information dessus. Alors là, déjà, on peut voir un peu plus le serpent, vu qu'on sait que c'est un serpent. Mais en gros, il faut retenir ce truc-là, c'est que avant de savoir que c'est un serpent, avec simplement une information qui n'est pas totale, c'est nous-mêmes qui allons projeter du sens en fonction de nos a priori. Si vous voulez en savoir plus sur ces questions de biais cognitifs, là, je me suis pas mal inspiré d'une conférence que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est toujours des trucs qu'on dit en formation, mais il y a une vision-conférence d'Albert Moukébert, sur Internet qui s'appelle Les biais cognitifs, qui est extrêmement intéressante. Donc, c'est encore mieux d'entendre un spécialiste, évidemment, en parler, hein, parce que je vous ai extrêmement résumé sa pensée, mais l'idée à garder, c'est ça, c'est que dans des moments où on reçoit une information assez vague, eh bien, on va avoir tendance à projeter du sens, et du sens qui n'y est pas nécessairement. Évidemment, la démarche scientifique, dans son essence, dans leur essence, parce qu'il y a plusieurs démarches scientifiques, c'est évidemment essayer de produire une connaissance en neutralisant le plus possible ces biais-là. Et si on ne les neutralise pas, c'est-à-dire dans notre expérience personnelle, a priori, on ne les neutralise pas, on n'y fait pas forcément attention, eh bien, on peut évidemment finir par croire des choses fausses. Parce que c'est nous qui avons projeté du sens dans le monde. Là, il y a encore, c'est tout ce qu'on appelle les pareidolie. Hein. Donc là, normalement, sur cette image pareil un peu floue, la plupart des gens voient deux personnes, hein. Donc une personne de dos, une femme, et puis à droite, il y a certaines personnes qui disent c'est une femme avec un voile blanc sur la tête, etc. Donc c'est probablement ce que vous devez voir, j'imagine. Et en fait, pas du tout. Il n'y a qu'une seule personne, et en fait, le truc blanc qu'on interprétait comme étant une femme avec un voile, en fait, c'est une barrière. Donc, c'est exactement le même esprit, hein, c'est-à-dire qu'il nous manque de l'information, mais on ne peut pas, on a du mal spontanément à rester sans information, et donc on va projeter nous-mêmes du sens, on va chercher du sens dans des stimuli vagues. Alors, on se fait aussi tromper par des erreurs de logique parfois. Donc là, je vais vous donner une devinette. Vous voyez cette femme qui est habillée en tailleur. Et je vous demande, est-ce que c'est plus probable que cette personne soit hôtesse de caisse, donc caissière, ou DRH d'une entreprise? Alors, il faut savoir que, c'est des chiffres complètement inventés, hein, mais il faut savoir que 1% des hôtesses de caisse portent des tailleurs, alors qu'il y a 90% des DRH d'entreprises qui portent des tailleurs. Et si vous voyez cette personne, quelle est la probabilité, en gros, hein, que cette personne soit caissière ou que cette personne soit DRH d'entreprise? Je vous laisse un peu réfléchir. Et évidemment, essayez de répondre, si vous répondez, essayez de répondre un peu spontanément. Pardon.
Alors, bon, spontanément, on a envie de répondre DRH parce qu'on se dit, bah, il y a 90% des DRH d'entreprises qui portent des tailleurs. Je vois une femme qui a un tailleur, donc c'est plus probable qu'elle soit DRH d'entreprise. Imaginez une sorte de région où il y a que ces deux possibilités, bien sûr. Hein, c'est une expérience de pensée. Et bien, en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il faut évidemment se rappeler de ce qu'on appelle la fréquence de base. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de caissières, des femmes caissières que de femmes DRH. Imaginons ces chiffres-là. Dans une région, il y a 20 000 hôtesses de caisse. Effectivement, il n'y en a que 1% qui portent des tailleurs. Mais 1% de 20 000, c'est 200. Et en fait, il y a beaucoup moins de DRH d'entreprise. Disons qu'il y en a 10. Et il y en a 90% qui portent des tailleurs. Sauf que 90% de 10, bah, ça fait 9. Donc au final, il y a 209 femmes qui portent des tailleurs. Et parmi ces 209 femmes, donc là on voit une femme qui porte un tailleur, et parmi ces 209 femmes, bah, il y en a 200 qui sont hôtesses de caisse, c'est-à-dire 95,7%, et seulement 9 qui sont DRH, c'est-à-dire 4,3%. Donc c'est bien plus probable qu'elles soient hôtesses de caisse. Bon, évidemment, il y a des conditions expérimentales, entre guillemets, hein, mais en gros, c'est une expérience de pensée, je veux dire, mais en fait, c'est un petit peu pareil lorsqu'on veut juger, par exemple, de l'efficacité d'un traitement sur une maladie extrêmement rare et que ce traitement a, par exemple, pardon, pas d'un traitement, d'un test pour détecter des maladies très rares. Et en fait, si ce test, il a beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire qu'il va dire que la personne est positive alors que la personne n'a pas la maladie, et bien en fait, plus cette fréquence est faible, donc plus la maladie est rare, en fait, plus les faux positifs vont jouer énormément. Et en fait, moins il sera probable que la personne qui est positive a la maladie, même si le test est fiable à 99%. Même si le test est fiable à 99%, si vous avez si en fait, dans les faits, vous avez très peu de personnes qui sont vraiment malades, et bien en fait, le fait qu'elles soient positives, ça ne va pas beaucoup augmenter la probabilité qu'elles soient vraiment malades. Donc ça, c'est des choses à garder en tête, évidemment. Donc en gros, bon là, je vais vous passer, parce que c'est pas spécialement... J'arrive plus à passer ma slide. Voilà, donc en gros, c'est un mode de raisonnement qu'on appelle le bayésianisme. Je vous passe les détails, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir des ressources que j'ai données. Et évidemment, l'erreur, c'est qu'on cherche la probabilité ce qu'on cherche réellement, c'est la probabilité qu'elle soit DRH, sachant qu'elle porte un tailleur, et la probabilité qu'elle est hôtesse, sachant qu'elle porte un tailleur. Et en fait, la probabilité qui est donnée en haut, c'est pas cette probabilité-là, c'est la probabilité qu'elle est un tailleur, sachant qu'elle est hôtesse, etc., etc. Donc en fait, on confond ces types de probabilités, mais ce qui est complètement normal. Donc en fait, pour vous dire que c'est des exemples très simples, déjà on peut avoir, c'est pareil, on a des heuristiques. Des heuristiques, ça veut dire des façons de penser spontanées qui vont nous pousser à une réponse parce que ça nous semble à peu près la plus plausible. Et très souvent, en fait, on va se tromper. En tout cas, dans des cas un peu plus compliqués, on va évidemment se tromper. Alors c'est aussi un truc dont je voudrais aussi vous parler, c'est un ensemble de croyances, et comme je vous disais, de relativiser la valeur épistémique de notre propre témoignage pour justement développer son esprit critique envers nos propres croyances. Il y a la croyance qui est très répandue parmi les soignants, hein, donc notamment les sages-femmes, qu'il y aurait plus de naissances à la pleine lune. Donc là, si en regardant le bébé, vous avez commencé à bâiller, c'est normal, hein, c'est un autre effet, c'était un effet secondaire, désolé. Mais... du coup, en fait, la question c'est, ok, en fait, ces personnes-là, les sages-femmes le voient bien. Si ces personnes sont persuadées que c'est vrai, c'est parce qu'elles l'expérimentent. Elles voient bien que quand c'est la pleine lune, il y a plus de naissances. Mais notre question à se poser, c'est, ok, peut-être, mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste compter? En fait, il y a plein de gens qui ont compté. Notamment, il y a une vidéo d'une chaîne que j'aime bien qui s'appelle Hygiène Mentale, une vidéo qui vous montre comment faire pour compter avec des graphiques de l'INSEE, etc. Donc avec beaucoup de personnes. Et en gros, quand il fait ça, donc il fait ça avec quasiment 40 millions de naissances sur 50 ans. Et il compile en fait tous les résultats en compilant toutes les naissances par phase de la Lune. Donc il prend 8 phases entières. Il fait des calculs, des stats, etc., qui ne sont pas très durs à faire. Et en fait, il ne voit aucune corrélation entre les phases de la Lune et le nombre de naissances le jour de pleine Lune. Enfin, pardon, et le nombre de naissances. Donc en fait, malgré le fait que ça soit une croyance une croyance partagée par plein de gens, par des personnes qui voient au quotidien des enfants naître,
que ce soit partagé depuis longtemps dans plein de cultures différentes, il n'y a aucune raison de penser qu'il y a une quelconque corrélation entre les phases de la Lune et les naissances. Et la question, c'est mais du coup, comment ça se fait qu'ils le croient, en fait? Mais qu'ils le croient, c'est pas simplement une croyance comme ça, c'est qu'ils ont l'impression, ces personnes ont l'impression d'expérimenter la preuve, d'avoir une preuve au quotidien. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que si, c'est le problème, c'est que qu'on ait la croyance ou pas, d'ailleurs, on ne va retenir l'information, on va retenir préférentiellement, et on va aller chercher activement, préférentiellement des informations qui vont aller dans le sens de nos croyances. Et typiquement, en fait, pour les questions de pleine lune et des choses comme ça, s'il y a une nuit où le ou la sage-femme bosse beaucoup, genre il y a plein de naissances dans sa maternité, et que la personne croit qu'il y a un lien avec la pleine lune, bah, elle aura tendance à aller voir si c'est la pleine lune ou pas. Si c'est la pleine lune, bah, ça va confirmer la croyance. Si c'est pas la pleine lune, elle va juste se dire, ah bah tiens, c'est bizarre, c'était même pas la pleine lune et pourtant il y a eu beaucoup de naissances. Et en fait, s'il n'y a pas eu beaucoup de naissances, c'est-à-dire si en fait il y a une nuit tranquille, bah, les personnes ne vont pas forcément aller voir si c'est la pleine lune ou pas, alors que peut-être que c'était la pleine lune à ce moment-là. Sauf que ce qu'ils vont retenir au final, eh bien, ils vont sélectionner simplement l'information qui confirme ce qu'ils pensent déjà. Et quand je dis ils, c'est nous, hein, on fait tous ça. Enfin, genre, c'est complètement général, et même les scientifiques, évidemment. On a tendance spontanément à confirmer, à essayer de confirmer, de donner plus de valeur aux preuves, d'interpréter différemment certaines choses et de plus se rappeler de l'information qui va dans le sens de nos croyances, qui conforte notre vision du monde. Et ça, c'est un problème parce que du coup, on peut avoir l'intime conviction que ça marche, que c'est vrai, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, la recherche. Pourquoi la recherche scientifique est collective? Elle doit être collective. Bah, c'est justement pour ça. Parce qu'il y a des gens qui vont pardon, mettre beaucoup d'énergie, mettre beaucoup de temps, mettre beaucoup d'eux-mêmes dans certaines recherches. Et en fait, bah, rien ne dit qu'ils n'ont pas juste été biaisés quoi, par le biais de confirmation. Et l'idée qu'il y ait des chercheurs indépendants qui revoient ce que les personnes font, c'est aussi, entre autres, pour aller contre ce biais de confirmation. Et il faut bien vous dire que le biais de confirmation, c'est pas de la malhonnêteté, hein. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Même si on en est conscient, on va continuer spontanément à chercher à marcher comme ça. La seule question, c'est si on en est conscient, bah, du coup, on peut à chaque fois se poser la question, avoir un peu de réflexivité sur le niveau de preuve à demander devant telle ou telle affirmation. Je voudrais savoir juste combien de temps il me reste. Vous avez encore 10 minutes si ça vous va. Ouais, impeccable. Super. Comme ça, on va pouvoir rentrer un petit peu plus. Donc là, en fait, c'est vraiment qu'est-ce que je suis en train de vous raconter. Donc, c'est ce que je vous ai dit. La première chose à savoir, c'est que nous, en tant qu'individus qui regardons un monde très complexe, eh bien, en fait, pour juger de la véracité ou pas, de l'existence ou pas de tel ou tel phénomène, ben, on est très souvent dans l'erreur si on ne se fie qu'à notre propre intuition et qu'à notre propre expérience aussi. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question l'expérience des gens. Et encore une fois, les sages-femmes qui pensent qu'il y a plus de jours de naissance les nuits de pleine lune, ce ne sont pas des personnes qui mentent, qui sont malhonnêtes. Elles ont l'intime conviction que c'est vrai. Et elles ont des bonnes raisons, en fait. Enfin, elles ont certaines raisons, en tout cas. C'est-à-dire que c'est pas des personnes qui sont juste incultes ou idiotes. En fait, elles ont des bonnes raisons, des raisons qui leur apparaissent très bonnes de croire ce qu'elles croient. Et nous aussi, en fait, on a plein de croyances et on pense avoir de très bonnes raisons d'avoir ces croyances-là. Mais la question vraiment à poser, c'est est-ce que ces opinions-là, ces croyances qu'on a sur le monde, bah, est-ce qu'elles sont vraiment fondées sur des preuves? Quel niveau de preuve j'ai? Et du coup, quand on commence à se poser ces questions à nous-mêmes, bah, c'est vrai qu'on déconstruit aussi beaucoup de croyances. Et on va parfois, c'est ça qui est le mieux, on va parfois aussi à l'encontre de certaines convictions qu'on a, parce qu'on se rend compte que bah, telle ou telle croyance sur le monde, telle ou telle conviction aussi, en fait, était produite de toutes pièces par notre propre vécu, mais n'avait aucun caractère objectif. Donc là, c'est deux autres exemples hein, de pareidolie. Donc là, c'est un visage en dessous, c'est un visage sur Mars. Enfin, un truc qui ressemble à un visage sur Mars qui avait été photographié en 1976. Et à droite, c'est une tasse de café un peu étonnée. Donc, pour résumer, le monde est très complexe, mais on doit toujours prendre des décisions, porter un jugement. On a un cadre d'intelligibilité, un cadre conceptuel qui nous permet de donner du sens au monde. C'est normal, c'est genre juste comme ça fonctionne.
La question, c'est l'ensemble des choses, donc notre épistémologie, l'ensemble des choses que l'on tient pour vraies, en fait, d'où ça vient. On a vraiment pris le temps de questionner les preuves qu'on a pour supporter telle ou telle allégation sur le monde. Mais on ne possède qu'une partie de l'information nécessaire pour en comprendre certains aspects. C'est pour ça que la métaphore de l'appareil Edoli ou de, comme je disais tout à l'heure, le stimulus ambigu, c'est vraiment une bonne métaphore. C'est qu'en fait, on n'a pas toute l'information. Et quand on n'a pas toute l'information, mais qu'on a quand même ce besoin un peu spontané de donner du sens, parce que derrière, nos comportements, nos jugements sont conditionnés par le sens qu'on donne, eh bien, on comble l'information manquante. Et on la comble un peu spontanément et en fonction de nos a priori, pour réduire l'anxiété et pour réduire juste la complexité, en fait. Mais c'est aussi pour réduire l'anxiété parce que c'est un besoin psychologique fondamental de l'être humain, et pas uniquement de l'être humain d'ailleurs, de donner du sens. Et nos a priori viennent d'où? C'est des a priori culturels de notre éducation, évidemment, après, tout ça se mêle avec le fonctionnement intrinsèque du cerveau, mais évidemment, le biais cognitif lui-même, il n'explique pas tout, quoi. Il y a évidemment le contenu de ce qu'on croit, ce pourquoi on le croit principalement pour des fonctionnements cognitifs propres au cerveau, mais le contenu de ce qu'on croit, évidemment, est clairement déterminé, ou en tout cas conditionné par nos a priori culturels, d'éducation, de convictions politiques, etc. Et évidemment, eh bien, la conséquence, c'est qu'on croit souvent des choses fausses. Voilà, c'est un peu vite dit parce qu'il faudrait définir faux et vrai. Mais en gros, on croit souvent des choses alors qu'en fait, on n'a pas spécialement de raison très solide d'y croire, de penser qu'elles sont vraies. Et donc, le premier acte d'esprit critique, c'est pas uniquement d'aller chercher les sophismes ou les biais cognitifs des autres personnes, même si c'est évidemment nécessaire, c'est surtout de cultiver une forme d'humilité épistémique vis-à-vis de notre propre expérience personnelle. Et ça, c'est la chose la plus dure à faire, en fait. Parce qu'encore une fois, genre, quand on entend des personnes qui parlent de théorie du complot, du complot de la Terre plate, que la Terre serait plate, que ce serait un complot, ça nous fait marrer, on va pas se mentir. C'est intéressant de voir les mécanismes qui font que, en fait, ils y croient vraiment, comment c'est possible, parce que ça semble fou. Et ça, c'est facile, donc c'est intéressant de le faire, mais en soi, en fait, le plus dur, c'est d'avoir un peu d'humilité, de dire, bon, en fait, moi, mes propres croyances, est-ce que j'en ai pas? Est-ce que moi-même, j'ai pas des raisonnements motivés? Est-ce que j'ai pas des raisonnements complotistes, parfois, sur le monde? Est-ce que j'ai pas des raisonnements finalistes, qui seraient un peu le pendant créationniste dans la théorie de l'évolution, si vous voulez? Est-ce que j'ai pas ces raisonnements-là? Évidemment, en fait, qu'on les a. Donc, du coup, vraiment, le premier acte pour cultiver un esprit critique, c'est de l'appliquer à soi et à nos propres épistémologies. Et c'est très compliqué. C'est évidemment complexe. Alors, juste pour vous redonner une autre métaphore, bon, je vais aller vite parce que j'ai prévu pas mal de choses, mais en fait, je ne vais pas tout faire, c'est pas très grave. En fait, il faut cultiver, maintenant qu'on a dit qu'il fallait cultiver cette, on va dire, cette propension, cette humilité à aller contre nos propres croyances, il faut aussi essayer de cultiver une certaine curiosité et une certaine imagination pour pouvoir, lorsqu'on nous raconte quelque chose et qu'on veut se faire un jugement, pour pouvoir imaginer les alternatives explicatives à ce qu'on est en train de nous raconter. Alors ça, c'est un jeu, vous connaissez peut-être, enfin c'est une énigme. En gros, il faut relier les 9 points en 4 traits, en 4 segments. Donc vous avez 4 segments qui se suivent comme vous voulez et vous devez relier les 9 points. Alors très souvent, on commence par faire un truc comme ça, et puis là, on se rend compte que ça marche pas. Ou alors, on fait un truc comme ça, et puis bon, voilà, en fait, ça marche pas non plus, on se sent bien. Et bon, je sais pas si vous connaissez cette énigme-là, hein, mais en fait, la solution, c'est celle-là. En fait, il faut sortir du cadre. Et en fait, quand on pense à cette solution, en fait, on a du mal à y penser. Pourquoi? Parce que quand je vous donne cette énigme-là, eh bien, en fait, vous sous-entendez des règles que je n'ai pas dites. Vous sous-entendez que vous n'avez pas le droit de sortir du cadre. Mais en fait, personne n'a jamais dit que vous n'aviez pas le droit de sortir du cadre. Donc ça, c'est vraiment juste une métaphore. Et pour vous dire que très souvent, on va améliorer notre esprit critique si on arrive à sortir de la boîte dans laquelle la personne en face, des implicites, en fait, des choses qui ne sont pas forcément dites, mais qui vont nous mettre en fait dans une manière de penser, dans un angle de vue, et on va avoir du mal à imaginer même qu'il existe d'autres angles de vue. Donc ce qui est intéressant pour cultiver son esprit critique, c'est aussi ça, c'est de sortir de la boîte, c'est de penser hors de la boîte. Penser vraiment, c'est comme les énigmes, quand on vous les raconte, vous dites mais
mais ça n'a pas de sens, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et en fait, si c'est impossible, c'est parce que vous ne changez pas de point de vue, parce que c'est très dur, en fait. Et ça, c'est assez ouf quand on arrive à trouver la solution tout à coup. En fait, on se rend compte qu'on a juste changé de point de vue et que tout à coup, la chose qui nous semblait impossible est devenue triviale. Et donc, du coup, vraiment, cette dynamique-là imaginative, en fait, hein, elle est extrêmement importante. Alors, bon, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps de vous faire ça, mais c'est peut-être la dernière chose dont je vais vous parler. Et donc là, c'est... Alors, est-ce que ça marche si je mets la vidéo? J'en doute, mais je vais quand même essayer. Alors, normalement, vous ne voyez pas la vidéo là, si? Juste, vous pouvez me dire, je tente un truc. Je vais essayer de vous mettre la vidéo. Ah, c'est ça, je crois. Vous me dites si vous voyez la vidéo maintenant. Vous pouvez juste me confirmer que vous voyez la vidéo. Oui, monsieur, on voit maintenant votre vidéo, je pense que ça va marcher. Avec le son aussi? Le son, non, par contre. Ah, vous n'avez pas le son? Non. Bon, c'est pas très grave. Je vous montre quand même la vidéo. En gros, c'est quelqu'un qui hypnotise une personne et puis il lui raconte des trucs d'hypnotiseur, quoi. C'est pas très important. Bon, voilà, c'était juste un exemple. Je reviens sur ma présentation. Donc là, en gros, ce qui nous vend, c'est que c'est un phénomène qu'on appelle la catalepsie. C'est quand tous les muscles sont... enfin, tout le corps est hyper rigide. Et en gros, ce qu'ils prétendent ici, c'est que grâce à l'hypnose, donc à une sorte de pouvoir que la personne aurait d'influence sur la dame, il arriverait à mettre son corps dans un état second qui lui permettrait de faire des trucs incroyables comme tenir tout droite entre deux tréteaux. Et ensuite, même le gars, il peut monter dessus, etc. Donc là, c'est la boîte, entre guillemets, dans laquelle on nous met. C'est les implicites qui ne sont pas dites directement, ou qui sont fortement, on va dire, évidemment, suggérées. Et l'idée, maintenant, de l'esprit critique, c'est de se dire, bon, bah, est-ce que je pourrais imaginer une alternative explicative à ce que j'observe? Est-ce que ça, c'est une explication possible, ok, un pouvoir un peu étrange, un peu surnaturel, etc., ou paranormal, ou quoi que ce soit, enfin, un pouvoir qui permet, ok, de faire ça. Est-ce que je peux imaginer d'autres façons d'expliquer ce qu'on observe? Alors là, je vous laisse un peu réfléchir. Je vais finir sur ça, je pense. Est-ce que vous pouvez imaginer, et évidemment, il faudrait essayer d'imaginer une solution qui soit beaucoup plus parcimonieuse en hypothèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une solution qui repose que sur des choses déjà connues et qui ne suppose pas l'existence d'un phénomène a priori qu'on n'a jamais mis en évidence. Est-ce que vous arrivez à sortir de la boîte et à essayer de imaginer le truc le plus simple pour expliquer ce qu'on observe? Qui n'est pas forcément intuitif, mais le truc le plus simple. Donc là, il y a quelqu'un qui nous dit physiquement c'est possible. Une cape invisible. Un câble invisible, pardon. Donc en gros, un truc de... La dame est un peu entraînée, donc un entraînement spécial. Posé sur des tréteaux. Donc en gros, on imagine des trucs de prestidigitation, quoi, où il est plus loin qu'elle sur l'image. Ah oui, donc il ne monte pas vraiment dessus, en gros, c'est un effet de perspective, profondeur de l'image, etc. Ok. Et donc en fait, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc on pourrait par exemple imaginer ce qui est implicitement suggéré, hein, le pouvoir de l'hypnose sur le corps humain.
Après, on peut se dire peut-être qu'il y a un truc de prestigialisation, j'ai du mal à dire ce mot, comme vous pouvez le voir, qu'on ne voit pas, qui est habile. Et en fait, le truc le plus simple à imaginer, ce serait qu'en fait, tout le monde peut faire ça et il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Donc en fait, il n'y a rien de spécial à expliquer. Et si vous regardez bien ces hypothèses-là, vous ne savez pas encore laquelle est la bonne, hein, mais celle qui paraît la plus simple, non pas intuitive, mais en tout cas la plus simple, c'est qu'en fait, peut-être qu'on nous vend quelque chose d'extraordinaire alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Et du coup, c'est la première chose à tester. Et en fait, effectivement, bon, là, je vous passe pas la vidéo, c'est un peu trop long, mais vous pourrez aller voir, hein. En fait, là, c'est des gens qui s'amusent, donc Florent Gouttière qui s'amuse dans le magazine de la santé, à faire ça avec son collègue, qui n'est pas du tout hypnotisé. Et en fait, ça, souvent, en formation, on le fait avec les gens directement, donc c'est assez marrant. On l'a déjà fait en amphi aussi une fois à Nîmes, c'était assez devant 200 personnes, enfin, c'était génial. Et en gros, il n'y a rien à faire, juste il faut faire attention à ne pas faire mal à la personne, mettre bien la personne sur les épaules, non pas sur la nuque, hein, sinon on va la tuer, sur les épaules et sur les mollets. Et ensuite, avec des tréteaux bien stables, des chaises bien stables, vous lui demandez de se cambrer un peu. En fait, ça fait un effet de voûte. C'est de la physique en fait, hein, du coup, ça tient tout seul. Il n'y a rien, il n'y a pas d'entraînement particulier à avoir, etc. Et là, même dans l'expérience-là, ils font monter une jeune femme technicienne, je pense, de l'émission, quoi, et ils la font monter sur le gars, vraiment en chaussettes, et puis debout, quoi. Debout sur le torse et les cuisses de la personne. Et en fait, il sent rien, quoi, il sent une petite pression. Parce qu'en fait, c'est l'effet de voûte qui fait que c'est pas extraordinaire. Donc en fait, ça c'est intéressant à retenir, je finirai sur ça. Lorsqu'on vous vend, on aurait pu encore continuer très longtemps, mais quand on vous vend un truc un peu paranormal, et que vous avez envie d'y croire, parce qu'en fait, on a tous envie de croire à un truc un peu étrange, paranormal, c'est pas le problème. Mais la question, c'est si on a envie d'y croire, très bien, il n'y a rien à faire. Si on a vraiment, honnêtement, si on a vraiment, sincèrement, l'envie de savoir si c'est vrai ou pas, là, il y a des méthodes qui, a priori, marchent mieux que d'autres. Et un des outils intéressants, c'est essayer de se dire, OK, est-ce que je peux imaginer une alternative? Est-ce que je peux penser hors de la boîte? Est-ce que j'arrive à imaginer une alternative plus simple qui en plus serait testable facilement? Et si cette alternative plus simple, elle fonctionne, là, ce qu'ils ont montré, c'est que c'est pas que l'hypnose n'existe pas, c'est pas que la personne n'a pas de pouvoir, c'est qu'en fait, il est inutile de le supposer pour expliquer ce phénomène-là en particulier. Écoutez, j'avais encore d'autres exemples, mais c'est pas grave. Je vous encourage vraiment à aller voir notre site et à vous intéresser à ça si ça vous a plu. Et voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Attard. C'était très intéressant. Merci. Bien évidemment, on a quelques questions. Donc, alors, la première, c'était, elle a été posée par Monsieur Christian Géalman, qui vous demande, d'après vous, est-ce que la démarche scientifique est à même de donner du sens à ce que l'on voit ou perçoit? Quel lien pourrait-on trouver entre le besoin de l'esprit critique scientifique et la médiation, vulgarisation de résultats scientifiques publiés? Ok. Donc là, il y a deux questions. Oui. Donc la première question, c'est dans quelle la démarche scientifique est capable de donner du sens? Alors, d'après vous, est-ce que la démarche scientifique est à même de donner du sens exactement à ce que l'on voit ou perçoit? Alors, on va donner du sens, mais dans un sens très précis, justement. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a aucune observation qui est neutre de manière générale. Et en fait, quand on choisit, même en physique, quand on choisit d'observer un phénomène, de le mesurer, on va le mesurer on va mesurer certaines grandeurs et pas d'autres. Du coup, on va mettre en corrélation ces grandeurs-là. Donc, en fait, si vous voulez, on a un cadre conceptuel qui va nous faire apparaître le monde sous une certaine forme. Et ensuite, on va observer des régularités dans le monde et on va essayer de les expliquer et d'abord de les interpréter. Donc, en fait, interpréter, c'est donner du sens. Mais c'est un sens, si vous voulez, la question, c'est pas de savoir si ce sens est un sens qui préexiste à l'esprit humain. C'est plus de savoir dans quelle mesure le sens qu'on donne va permettre de prédire des phénomènes et justement d'acquérir de la connaissance sur le monde. Mais il ne faut pas croire que ce que dit la physique, même la plus fondamentale, c'est pas nécessairement l'image qu'elle nous donne. Rien ne dit que c'est réellement comme ça qu'est la réalité. Mais ce qu'on peut quand même être sûr, c'est que l'information, on la tire quand même en partie de la réalité. En fait, on fait parler la réalité notre langage. C'est nous qui imposons notre langage pour faire parler la réalité. Mais évidemment, c'est à bout d'un moment la réalité qui parle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne détermine pas tout ce qu'elle dit. Sinon, ça serait purement tautologique. Quand on fait un système qui est tautologique,
c'est-à-dire auto-cohérents comme les mathématiques. On n'a pas besoin de la réalité on n'a pas besoin de la réalité, si vous voulez, pour valider un théorème mathématique, on s'en fout. Par contre, quand on fait de la science empirique, c'est évidemment donner du sens, mais donner du sens au sens épistémologique du terme. Évidemment, au sens métaphysique, par exemple, de pourquoi on est là, est-ce qu'il y a une raison, etc. Ça, évidemment, la science, je pense, et la méthode scientifique ne s'occupent pas de ces questions-là. Et justement, quand on veut les faire s'occuper de ces questions-là, on tombe très rapidement, je pense, dans des dérives pseudo-scientifiques. Et du coup, dans ce sens-là, du mot sens, est-ce qu'on peut donner du sens au monde? En fait, c'est ce qu'on fait. La science, c'est donner du sens au monde. C'est rendre intelligible le monde. Mais la question, c'est de le rendre intelligible d'une façon qui est la plus objective possible, c'est-à-dire de le rendre intelligible d'une façon qui est partageable et qui permet vraiment de décrire le plus de phénomènes, si possible de prédire de nouveaux phénomènes, et de décrire le plus de phénomènes avec le moins d'hypothèses possible. En gros, c'est comme ça que je résumerai, si vous voulez, en 2 minutes, le truc là. Et du coup, pour les questionnements autour de la médiation, je pense que c'est super important parce que, en fait, ce qu'on fait nous aussi, c'est de la vulgarisation aussi de la méthode scientifique de manière générale, entre autres, de la vulgarisation de psychologie cognitive. C'est pas un cours de psychologie cognitive, mais et en gros, je pense qu'effectivement, en fait, ce qui est important, c'est pas autant de transmettre des connaissances scientifiques, plutôt que de transmettre comment les connaissances scientifiques sont produites. Et en fait, je pense que c'est ça qui manque, notamment à l'école, parce qu'à l'école, on passe des années à apprendre plein de connaissances. Genre, si on avait tout retenu de tout ce qu'on avait appris du CP jusqu'à la terminale, on serait des encyclopédies, quoi. Bon, pour autant, il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Évidemment, on ne retient pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on apprend beaucoup de connaissances. Le problème, c'est qu'on apprend très peu la façon, la méthode avec laquelle ces connaissances sont produites. Et l'esprit critique, c'est ça, en fait. C'est de se poser la question, non pas des connaissances en elles-mêmes, mais de la façon dont sont produites ces connaissances. Et du coup, je pense qu'inclure ça dans des œuvres de médiation scientifique, c'est super important parce que, évidemment, en fait, c'est ça qui va pouvoir, selon moi, hein, c'est mon opinion, qui va pouvoir intéresser encore plus les gens à la science, c'est d'expliquer, en fait, d'expliquer comment on produit ça et pourquoi, en fait, on peut penser que l'information qu'on produit est la plus fiable possible à un moment donné. Parce qu'en fait, on peut avoir ce truc-là de dire, oui, mais regardez, vous dites que c'est l'information la plus fiable qu'on a, mais en même temps, vous dites en même temps que ça peut se remettre en question. Donc, pour moi, hein, si c'est une information fiable sur le monde, c'est quelque chose qui ne peut pas être remis en question. Et c'est souvent un peu une contradiction qu'on pourrait entendre de la part de personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment la science fonctionne, qui pourrait être légitime de dire, c'est vrai qu'on leur vend une connaissance qui est censée être fiable, mais en même temps, on dit dans le même temps qu'on pourrait très bien se remettre en question. En fait, il faut le voir le truc à l'inverse. C'est parce qu'on se remet en question que finalement, ça finit par produire la connaissance la plus fiable. Et en fait, d'expliquer ces choses-là et de les glisser un petit peu dans des œuvres de médiation, je pense que c'est super important. Oui, Mais et c'est mon justement, opinion. Monsieur Je sais pas si j'ai Jallement bien... oui, justement, Monsieur Jallement vous répond en vous disant c'est ainsi qu'on progresse collectivement, Ouais. pardon. Donc effectivement, je pense qu'il a eu ses réponses. Maintenant, on a une autre question. On vous demande est-ce qu'il y a un lien avec l'effet Dunning-Kruger? Je pense que cette personne-là voudrait plutôt avoir des informations concernant cet effet. Alors, de ce que je sais de l'effet Dunning-Kruger, c'est l'idée que lorsqu'on commence à explorer un sujet qu'on ne connaît pas, on se sent très rapidement... En fait, si vous voulez, c'est plus la différence qu'il existe entre notre réelle compétence dans un sujet et la perception qu'on a de notre compétence dans le sujet. Et en fait, il arrive le truc qu'au début, quand on apprend un nouveau sujet, en fait, on apprend tellement vite de plein de choses, puisqu'on part de rien, qu'on a l'impression qu'on connaît plein de choses et qu'on les connaît bien. Donc, on a une surestimation de nos compétences, une surestimation par rapport aux compétences réelles. Et ça a tendance à s'inverser ensuite, où en fait, pour apprendre, on est obligé de se rendre compte qu'on fait des erreurs. L'erreur est constitutive et consubstantielle de l'apprentissage. C'est pas une erreur de parcours, c'est vraiment genre, je pense moi personnellement qu'on apprend en faisant des erreurs et en comprenant que c'est une erreur. Et du coup, en fait, vu qu'on comprend qu'on a fait des erreurs petit à petit et que pour progresser, il faut être autocritique, et ben en fait, j'ai l'impression qu'à la fin, et bien en fait, on est très compétent sur un domaine, mais si on est très compétent, c'est parce qu'en fait, on a beaucoup douté de nous-mêmes, et du coup, on finit par douter aussi de nous-mêmes, et là, on a une sous-estimation de notre compétence. Alors après, avec le lien,
Le lien, il peut y en avoir plusieurs. Ouais, bah, après, ça rejoint pas mal ce que je disais sur l'humilité épistémique, de dire qu'en fait, parfois on a des avis sur des trucs, on a des avis, je sais pas, sur le nucléaire ou sur les OGM. Et en fait, quand on commence à se plonger dans le truc, c'est immense, c'est tellement Oui, immense comme ça part domaine. très rapidement. Il y a des aspects qui sont à la fois écologiques, politiques, économiques, géopolitiques. C'est immense en fait. Et on a l'impression qu'en lisant une page de blog, on peut avoir un avis. En fait, tout ce qu'on va avoir, c'est, bah oui, on va peut-être continuer dans notre avis et c'est cool. Mais en fait, c'est des sujets tellement complexes qu'on peut très vite et tellement chaud et dont on a envie de se saisir aussi, hein, qu'en fait, on va très rapidement avoir des opinions dessus alors que on n'est pas forcément compétent. Alors, dans le nucléaire, comme je pourrais dire complètement autre chose, mais et donc on a tendance à faire ça ouais, assez naturellement. Et c'est un peu comme même on pourrait faire une méta réflexion sur la zététique elle-même, parce que c'est vrai que souvent quand on apprend la zététique, on fait une formation de 2 jours et là c'est bon, on a l'impression qu'on est super armé et qu'on n'a plus de biais cognitifs et qu'on n'est plus dans le biais de confirmation et que c'est bon quoi. Et en fait, on se rend compte que bah, c'est jamais le cas. Et petit à petit, on commence à avoir de la méta-humilité, si vous me permettez D'accord. Oui, oui, tout à fait. Alors du coup, on aura une dernière question. Donc, alors la question c'est, puisqu'il y a un certain nombre de biais cognitifs, comment trouver un moyen fiable de trouver une réponse à la fiabilité d'une méthode comme pour l'homéopathie, pardon, ou la réflexologie par exemple? Tout n'est jamais complètement faux, même si on sait qu'un visage n'est pas présent dans cette tasse de café, on voit bien quelque chose qui ressemble à un visage, et cela est vrai? C'est une Alors, question. ouais, mais je vois pas le lien avec la première question du coup. Non, en fait, c'était une autre question. Non, non, mais genre avec la première partie de la question. Ah, En fait, est-ce qu'il existe une méthode fiable? Bah, il n'y a pas une méthode, mais si vous voulez, le fait de. L'idée, ce n'est pas de plus avoir de biais cognitifs. L'idée, je sais pas, j'espère que je réponds bien à la question, hein. L'idée, c'est plus de ne pas avoir de biais cognitifs, parce que ça, c'est juste pas possible, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Et puis les biais cognitifs, c'est très utile, en fait, la plupart du temps, pour prendre des décisions rapides, pour pas se faire écraser dans la rue, des choses comme ça, c'est assez cool. Mais c'est juste quand on essaye d'avoir une réflexion sur un objet très complexe, là, ça peut devenir évidemment embêtant. Et du coup, il y a plein de biais. Si vous voulez tester l'efficacité d'un médicament, en fait, vous donnez un médicament à quelqu'un qui a mal à la tête et 2 heures plus tard, il a plus mal à la tête. De cette expérience, vous pouvez rien en conclure. Vous pouvez rien interpréter. Parce qu'en fait, il y a plein de possibilités. La mal de tête a pu passer tout seul. Peut-être que c'est des effets contextuels. En fait, on n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une méthode. C'est parce que juste avec des expériences personnelles, en fait, on peut rien interpréter. Ni que c'est vrai, ni que c'est faux. Et du coup, on a identifié un certain nombre de ces biais. Et du coup, on a construit. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait aussi de manière aussi linéaire, hein. On s'est planté pendant très longtemps, évidemment, avant de, avant de comprendre ça. On a utilisé la saignée pendant plus de 2 millénaires avant de comprendre que ça ne servait à rien et que c'était plutôt dangereux. Mais voilà, on a fait des bourdes. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. On identifie un certain nombre de biais qui pourraient nous faire mésinterpréter ce qu'on observe. Et on essaye de produire une méthode qui neutraliserait le plus possible ces biais-là. Et même dans les essais cliniques en double aveugle, randomisés, etc., il y a encore des biais qu'il faut prendre en compte, parce que les groupes ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'on fait tout le temps les tests en psychologie, par exemple, les tests qui sont faits en psychologie sociale ou quoi, c'est très souvent des étudiants en psychologie, parce que c'est ça qu'on a sous la main, ou des choses comme ça, quoi. Et en fait, il y a plein de biais qui restent. Donc il ne faut pas ensuite extrapoler ou surinterpréter ce qu'on a. Mais en fait, c'est quand même nécessaire. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, on peut vraiment rien conclure. Si on a ça, on peut déjà commencer un peu à discuter, quoi. Et donc l'idée, c'est pas de plus avoir de biais cognitifs, parce que le visage étonné dans la tasse de café, vous le verrez toujours en fait. Vous ne pourrez pas ne pas le voir, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Mais l'idée, c'est de savoir que c'est pas un visage. Alors là, dans ce cas-là, c'est très simple. Mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. L'idée, c'est vraiment non pas de plus. Le but, c'est pas de plus avoir de biais cognitifs. Le but, c'est de savoir qu'on en a et de s'assurer le plus possible de ne pas mésinterpréter ce qu'on observe via ces biais, justement. parfait. Je pense qu'au niveau des questions, c'était tout, normalement.
Je tenais sincèrement à vous remercier pour cette superbe intervention. Franchement, Bah, elle était merci. très enrichissante. Et puis, merci d'avoir accepté notre invitation surtout. Et Merci à n'hésitez vous. pas à C'est vrai que participer à notre table ronde. j'ai oublié de vous remercier, mais merci à vous pour Oh, l'invitation, bien mais sûr. c'est un honneur pour nous. Merci à vous. Et la table ronde, c'est sur la même plateforme, Oui, c'est on sur va le même plan, d'abord d'accord. faire une petite pause et après on enchaînera avec la table ronde. Ok, bah ouais, je pense que je vais rester. Parfait. Merci, Avec monsieur Attard. plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Alors, un grand merci à monsieur Brassac, monsieur Bagnolini et bien évidemment monsieur Attard d'avoir animé cette première partie de la session communication et réflexion scientifique. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vous propose de faire une petite pause d'environ 10 minutes et nous reprendrons à 17h30 avec la seconde partie de cette session et qui se déroulera sous forme de table ronde et qui portera sur la vaccination contre la Covid-19 et son efficacité contre les variants. Nous comptons sur votre participation afin que l'on puisse du coup échanger avec vous et interagir surtout. Et puis, je vous dis à tout à l'heure.